Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aujourd'hui. Alors, on n'a pas pu venir en présentiel à Mulhouse. On aurait bien aimé, mais pour des raisons d'accessibilité, moi je me déplace en fauteuil roulant, c'était trop compliqué. Alors, on a décidé de vous faire une vidéo. Et l'intérêt de cette vidéo, c'est que du coup, elle représente plus la diversité de notre consortium et ce qui vous permettra, à mon avis, d'appréhender mieux notre projet. On va maintenant tous se présenter l'un après l'autre. Fanny, je te propose de commencer. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Fanny Berland et je travaille pour l'association Campus Urbain Grand Orly Seine-Bièvre. J'ai un profil plutôt recherche avec une maîtrise en innovation sociale et j'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années en tant qu'assistante de recherche sur un projet qui s'intéressait à la création de savoir à l'extérieur des murs académiques. Merci Fanny. Marie-Hélène? Oui, bonjour. Je suis Marie-Hélène Audier. Je représente aussi un petit peu la mémoire en tous les cas, de l'autisme. C'est ce qui m'a permis d'approcher cette démarche participative avec une autre forme aussi d'esprit, parce qu'il est important pour moi de témoigner et en même temps d'apporter donc cette expérience qui grandit au fil des années et qui grandit en fonction de la recherche scientifique. Et ça, c'était très important pour moi de me joindre à ce travail que vous menez. Que nous Merci Marie-Hélène. Manon? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Manon Toutain, je suis docteur en éthologie, c'est-à-dire spécialisée dans l'étude du comportement animal et humain, avec un intérêt particulier pour l'étude des interactions entre les personnes autistes et leur environnement. Mon rôle dans le projet Autisensité est d'analyser à travers des mesures comportementales les comportements des personnes autistes lors de leur déplacement en milieu urbain. Autrement dit, étudier le lien direct entre les stimulations de la ville et le comportement émis. Et je participe également à l'analyse des données dans différents aspects du projet. Merci Manon. Emma? Bonjour à tous, donc je suis Emma Desvalois, je suis directrice de l'association Campus Urbain, qui est une association qui est ancrée sur le territoire du Grand Orly-Seine-Bièvre, qui regroupe 24 communes. Et le rôle de l'association est de faciliter le lien entre le monde de la recherche et les collectivités territoriales, donc l'implication des résultats directement concrètement en ville. Merci Emma. Grégory? Bonjour tout le monde, je m'appelle Grégory Widmer. Je suis une personne autiste qui participe en tant que co-chercheur au projet au sein du consortium. Et donc mon rôle, ça va être d'apporter des connaissances que j'ai croisées avec d'autres pairs pour pouvoir en fait faire une expérience collective, un savoir collectif qui du coup est mis au service du projet pour faire avancer la recherche et puis globalement donner des perspectives, des interprétations et croiser tout ça avec les autres milieux. Merci Grégory. Et donc je clôt ce tour de table. Donc je suis Marie Pierron, je suis ingénieure de recherche en neurosciences au CNRS dans un laboratoire qui est situé à Paris, qui s'appelle le Centre de neurosciences intégratives et de la cognition. Et puis j'ai été élue locale durant 18 ans et je dirais que ce projet, il est vraiment issu à la fois de mon expérience de chercheuse, mais aussi de mon expérience en tant qu'élue locale. Et je me suis rendu compte qu'on voyait peu les personnes autistes sur l'espace public. Alors, c'est un handicap invisible, ça peut expliquer aussi une partie de cette raison, mais on le voyait aussi peu dans je dirais, dans les événements publics qui étaient faits, et moi, ça m'a interrogée, et j'ai commencé à aller discuter avec des personnes autistes, et c'est là que j'ai compris que l'espace public leur était très peu accessible, et du coup, on a monté ce consortium, monté ce projet pour essayer de voir comment on pourrait rendre cet espace public plus accessible à toutes les personnes autistes et aussi à leurs accompagnateurs quand elles en ont. Manon, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton investissement dans ce projet et puis sur son caractère interdisciplinaire? Oui, bien sûr. Alors, j'ai souhaité m'impliquer dans ce projet car il ne se limite pas à produire des résultats scientifiques. Il permet surtout de traduire en actions concrètes et applicables sur le terrain. Et en effet, Autisensité, donc, est un projet de recherche participative et interdisciplinaire, ce qui signifie qu'il mobilise différentes disciplines scientifiques et expertises complémentaires afin de mieux comprendre l'impact de l'environnement urbain sur les personnes autistes en prenant en compte l'ensemble des points de vue. Et le consortium d'Autisensité réunit des spécialistes en neurosciences, en neuropsychologie, en psychologie du développement, en éthologie animale et humaine, en psychiatrie, en géographie, mais aussi en robotique.
Et donc cette diversité, elle permet d'aborder la question de recherche sous différents angles, qu'ils soient cognitifs, sensoriels, cliniques, environnementaux ou technologiques, afin d'avoir une compréhension la plus complète et la plus proche du réel possible. Et donc concrètement, cette interdisciplinarité se traduit par des réunions où l'ensemble des acteurs du consortium échangent, confrontent leur expertise et construisent ensemble les différentes étapes du projet. Merci Manon. Et ce consortium, il a aussi, donc il est interdisciplinaire, mais il rassemble aussi des expertises différentes. Et je pense que Fanny, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus sur cet aspect-là et sur le rôle de Campus Urbain notamment. Oui, merci Marie. Donc, avec ma collègue Emma, ici présente, on représente l'association Campus Urbain, qui depuis plus de 10 ans maintenant a pour mission principale de développer le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. Donc, c'est un territoire qui concerne 24 communes en Île-de-France, via l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Donc, c'est à travers cette mission et nos formations respectives avec Emma dans le domaine spécifique des sciences et de la recherche participative qu'on a pu développer une expertise pour faciliter le lien entre différents projets de recherche, les acteurs qui les composent et les collectivités territoriales. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de permettre la diffusion des résultats de ces recherches-là en les intégrant directement dans les orientations politiques des collectivités avec lesquelles on travaille. Donc en fait, on œuvre pour que les collectivités s'approprient ces résultats et qu'elles puissent les traduire dans des actions concrètes à destination des citoyennes et des citoyens. Donc concernant vraiment Autisencité, très concrètement, dans le cadre de cette approche participative et interdisciplinaire, il paraissait essentiel d'intégrer un acteur comme Campus Urbain qui puisse assurer ce lien-là avec les collectivités et donc au niveau national cette fois-ci dans le cadre d'Autisencité. Et donc ça fait maintenant plus de 2 ans que nous faisons partie de ce consortium qui fait tout son sens, qui a tout son sens. Voilà, et donc avec Emma, on vous en dira un petit peu plus sur les actions concrètes qu'on porte avec les collectivités depuis 2024, un petit peu plus tard dans la présentation. Merci Fanny. Alors on peut peut-être dire dès à présent que ce projet il bénéficie d'un financement de l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle Ambition innovante. Et je dirais que c'était le seul appel à projet où nous on pouvait répondre parce que vous voyez que notre projet il est atypique puisqu'il rassemble des gens de plein de disciplines et surtout il fait une place au savoir expérientiel et à l'expertise technique aussi des agents des collectivités territoriales. Et ça pour le coup c'est quelque chose qui est assez innovant. Je vous propose de passer maintenant la parole à Grégory Widmer, qui va pouvoir nous parler du rôle du savoir expérientiel dans notre projet, et peut-être déjà commencer par le définir. Alors, Grégory, pour toi, qu'est-ce que c'est que le savoir expérientiel? Bah, la réponse la plus rigoureuse serait je sais pas parce que c'est très 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 difficile à définir, mais en revanche c'est quelque chose qui se ressent beaucoup quand on est une personne concernée puisqu'en fait ça va souvent être mis en opposition par rapport à ce qu'on appelle un savoir académique qui est un savoir issu du monde de la recherche par des professionnels de la recherche, par les expertises, chaque champ d'expertise, par exemple les médecins psychiatres pour la psychiatrie, etc. Là où le savoir expérientiel serait quelque chose d'issu de la part des communautés, des personnes concernées. Alors pour l'autisme, ça peut être très large comme très restreint. Parfois, il s'agit vraiment des personnes qui ont un diagnostic d'autisme. Parfois, c'est élargi à leur entourage, les familles. Parfois, ça se concentre uniquement sur des aidants, sur l'entourage. L'idée du savoir expérientiel, finalement, c'est de réussir à intégrer dans la préparation des objectifs, la définition des objectifs, dans l'interprétation des résultats, dans les questions de recherche, les priorités des personnes, parce que bien souvent, existe un risque, en fait, lors de l'interprétation et la définition des objectifs, que, en fait, on se concentre sur quelque chose, qui ne colle pas à la réalité des personnes et qui ne va pas les impacter. Un exemple très très concret de ça dans Autisencité aura été la question de la perception de la température. C'est quelque chose qui est remonté par beaucoup de familles. Mon enfant se couvre avec un manteau alors qu'il y a une canicule, ou au contraire ne se couvre pas du tout. Ce serait mon cas puisque je me balade en t-shirt tout au long de l'année, y compris quand il fait -4 degrés. Et en fait, ce sont des choses qui, sans cette démarche, n'auraient pas été autant mises en avant avec une insistance aussi forte, en fait,
pour en faire une priorité dans notre consortium. Et donc le savoir expérientiel, il prend cette place ici, tout autour de ce genre de priorité. Et finalement, c'est pas forcément quelque chose qui n'aurait jamais été possible sans les personnes concernées, mais en tout cas, ça permet de le faire de manière beaucoup plus proche de ce qu'on vit. Et ça aide aussi des associations comme Campus Urbain ou d'autres chercheurs, en fait, à faire le lien dans plein de disciplines. Merci Grégory, et je trouve que ton exemple est vraiment très parlant parce que effectivement, quand nous on a analysé les données, en tout cas moi je dois reconnaître que je suis passée à côté de cette question de thermosensibilité. J'avais attribué le fait d'avoir besoin d'être à l'ombre pour se déplacer à pied en ville plutôt à des questions de photosensibilité, donc de sensibilité à la lumière. Et quand on en a parlé en réunion de consortium, vous avez été unanime à dire que la thermosensibilité était vraiment un sujet majeur. Et j'ai un autre exemple aussi en tête qui vient de Marie-Hélène, là. C'était au départ, moi j'étais très très focus sur les particularités visuelles. Et Marie-Hélène m'a dit, mais surtout n'oublie pas le vestibulaire. Et donc là, on voit bien que, y compris sur le protocole, sur l'analyse des résultats, sur les discussions, votre apport est essentiel dans notre projet. Eh bien, je pense que là, on a avancé sur la question des savoirs expérientiels. Et donc, nous, on s'est intéressé particulièrement au milieu urbain. Mais en fait, la France, elle n'est pas faite que de milieu urbain. Il y a aussi le milieu rural. Et je crois que Marie-Hélène a quelques éléments à nous apporter là-dessus. Merci Marie. Effectivement, je souhaitais déjà avant tout rappeler que on oppose souvent la ruralité et l'urbain. Or, voilà, on va parler plutôt de vie ou de vivant. Et le vivant, effectivement, dans cette ruralité, il induit un recours à la mobilité. Il nous oblige à porter un autre regard sur la temporalité, car se déplacer parfois dans des zones rurales va obliger à prendre un autobus, à prendre une voiture, à prendre voilà, plusieurs transports en commun. D'où cette nécessité de connaître, en tous les cas, d'appréhender les différents outils de déplacement que l'on peut rencontrer habituellement ailleurs. Et on n'a pas souvent l'habitude d'en parler. Donc c'est important de reparler de cette temporalité qui va fragiliser quand même certaines personnes. Parce qu'au lieu de mettre à distance à raison de 2 ou 3 minutes, ça peut être une demi-heure. Donc ça pénalise beaucoup la vie des gens, en tous les cas. Et puis, on le redit dans notre travail, on y apporte un éclairage particulier. Grégory vient d'en parler, on en parle souvent, c'est la sensorialité. Le fait de passer d'un espace urbain, lumineux, le ciel bleu, ou les nuages l'hiver, avec la pluie, et parce qu'on est moins protégé quand on est en extérieur, hein, on l'oublie. On peut moins se protéger de la enfin, on va dire de la température et des événements qui vont être des événements sensoriels. Recevoir des gouttes de pluie, marcher dans des flaques d'eau, ça paraît toujours très poétique et très rigolo. C'est souvent très pénible, hein, d'avoir les chaussures un peu boueuses quand on arrive dans un endroit. Être dedans et dehors, cette notion du dedans et dehors est beaucoup plus impactante on va dire, dans cette grande campagne qu'on appelle la ruralité, alors qu'en ville, on est quand même très, très souvent dedans, même si, il y a des espaces publics et on le sait, dans nos travaux, on a travaillé dessus. Voilà, on est quand même dans cette dimension de percevoir le monde du vivant différemment. Voilà ce que je voulais dire sur l'impact dans la vie de tous les jours. Merci Marie-Hélène. Et ben, je vous propose qu'on enchaîne immédiatement. On va commencer du coup à parler du projet lui-même, à parler de nos résultats. Et je vais laisser la parole à Emma et Fanny pour qu'elles nous parlent précisément de leur travail avec les collectivités territoriales, puisque sans elles, notre projet, eh bien, concrètement, il n'y aurait pas de résultats. On a besoin de gens comme Emma et Fanny qui fassent le transfert, c'est-à-dire qui permettent que les résultats de la recherche deviennent quelque chose de concret pour améliorer la qualité de vie et pour améliorer notamment l'accessibilité des villes. Oui, merci beaucoup Marie. Donc c'est pour reprendre donc très rapidement le rôle de Campus Urbain et son rôle dans le consortium, ce qu'a déjà expliqué Fanny, hein. Donc le rôle dans l'anticensité de Campus Urbain est de faciliter le lien entre les acteurs de la recherche, chercheurs
et communautés de l'autisme et les collectivités territoriales, de valoriser la démarche participative et de sensibiliser les différents publics aux particularités sensorielles liées à l'autisme et à leurs enjeux en ville, et de diffuser le plus largement possible les résultats de la recherche à la société et intégrer les résultats donc dans des actions très concrètes qu'on va vous présenter tout de suite. Donc, un des leviers pour donc, sensibiliser les gens aux particularités sensorielles de l'autisme, c'est que nous menons des ateliers participatifs donc de design thinking donc, que nous animons. Le but est de sensibiliser donc aux enjeux de sensorialité dans la ville, les habitants, les usagers spécifiques, les personnes concernées, des associations, beaucoup d'agents municipaux issus de différents services, des élus. Le but est de créer une émulsion collective pour trouver des solutions en fonction des différentes expertises et surtout de chaque cas précis. Chaque ville va avoir des questionnements ou des réaménagements urbains différents et notre but donc c'est de toujours s'adapter aux problématiques et aux freins que rencontre chaque ville et collectivité. À la fin de cet atelier, il y aura une restitution, enfin il y a une restitution d'un rapport écrit qui fait une vingtaine de pages et qui reprend tous les échanges et la démarche d'autisensité pour qu'il y ait une trace et que les personnes puissent pouvoir réutiliser ce qui a été fait lors de l'atelier. Et bien sûr, donc tous les résultats d'autisensité, on s'est assuré qu'ils ne rentrent pas en conflit avec d'autres types d'usagers dans l'espace public. Donc nous avons fait des ateliers participatifs avec d'autres types d'handicap, avec des cyclistes, avec des groupes de femmes, des personnes âgées, etc. Pour vous prendre un exemple très concret, je vais vous présenter le projet ANRU. Donc ANRU, c'est l'Agence nationale pour la rénovation urbaine du réaménagement à Savigny-sur-Orge, donc qui est une ville dans le Grand Orly-Seine-Bièvre en Île-de-France. Donc c'est un projet de réaménagement de ce quartier par l'aménageur Citalios qui présente une volonté d'inclure des aménagements permanents, inclusifs et accessibles à la neurodiversité, ainsi que des aménagements transitoires pour qu'on puisse tester certaines préconisations issues de la recherche d'autisensité, comme par exemple les espaces calmes et les différents types de matériaux qu'on va vous présenter après. Et par ailleurs, Campus Urbain est intégré dans la phase aussi de concertation des habitants du quartier aux côtés de l'organisme La Belle Friche, afin d'intégrer la dimension de la sensorialité aussi dans leur réflexion. Donc, pour que vous ayez une idée d'un peu des étapes de comment se passent ces différents échanges avec les collectivités. Donc ici, la mise en lien a été faite par la collectivité du Grand Orly-Seine-Bièvre avec le réaménageur urbain. Donc nous avons fait une rencontre et une présentation des résultats avec les différents interlocuteurs. Nous avons discuté de comment Campus Urbain pouvait s'intégrer au projet. Nous avons donc transmis ces résultats et intégré lors de la phase avant-projet, donc comme on peut le voir juste à droite, le plan avec les aménageurs, donc avec les expertises et les enjeux concrets sur le terrain. Nous avons fait des préconisations pour le mobilier urbain intégré, nous avons aidé à la définition de l'urbanisme transitoire, nous avons testé certaines préconisations, donc avec les citoyens et autisensité. Et nous avons mené un atelier participatif, comme présenté juste avant, qui va réunir tous les réaménagements, tous les réaménageurs pour les sensibilités et les différents services de la mairie. Et donc, dans ce même cas, donc, nous avons fait d'autres projets très concrets donc, sur le territoire du Grand Orly-Seine-Bièvre. Donc, on a vu juste avant le quartier de Savigny-sur-Orge. On est aussi là pour l'aménagement du square Diane Fossé à Ivry-sur-Seine, qui est un square entre un institut médico-éducatif et un gymnase où donc, les personnes qui sont intégrées à cet institut se déplacent quotidiennement. Donc c'est vraiment un lieu stratégique qui doit être inclusive à la neurodiversité. Donc nous travaillons avec la maîtrise d'ouvrage et la mairie directement. Travaillons aussi avec l'aménagement de la ferme urbaine à Villejuif, où là nous travaillons avec beaucoup différents services de la ville.
Donc, je vais vous en citer quelques-uns. Nous avons le service événementiel, d'action sociale, d'alimentation, le service enfance, culture, démocratie locale et participative, le service d'aménagement et d'urbanisme, de santé publique et d'handicap. Et donc, tous ces différents services ont été sensibilisés aux enjeux de la neurodiversité. Nous avons aussi fait la révision du plan banc à Cachan, donc pour savoir où les emplacer, où les placer dans la ville et aussi quels matériaux et quel type de banc utiliser. Donc on travaille là directement avec la voirie. Et il y a aussi un aménagement sur lequel on travaille d'une friche à Vitry-sur-Seine. Donc c'est une friche sur laquelle un collectif de plusieurs structures travaille pour la rendre accessible au plus grand nombre de citoyens. Et donc pareil, pour ces différents types de projets, nous préconisons euh, les emplacements d'espaces calmes, tous les résultats issus de la recherche, notamment aussi au niveau du bruit. On va vous le présenter juste après. Et en tout dernier, nous intégrons les préconisations dans les plans locaux d'urbanisme intercommunal. Donc, pour des préconisations pour une ville plus inclusive à la neurodiversité, donc plus apaisée pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Et le but d'intégrer ces résultats dans ces documents officiels, c'est pour aussi orienter donc les futurs aménagements et les réaménagements du territoire et structurer leur volonté et engagement à ce sujet. Et donc, le territoire du Grand Orly Seine-Bièvre est un territoire engagé et aussi dans l'expérimentation. Et je vais laisser la main à Fanny. Merci beaucoup, Emma. Oui, donc dans le projet Haute Sensité, on va aussi valoriser et encourager la démarche participative à l'extérieur du consortium, puisqu'on va également mobiliser la participation d'associations de personnes concernées à différentes étapes de la recherche. Donc, par exemple, on a beaucoup travaillé, et on travaille d'ailleurs toujours beaucoup avec le groupe d'entraide mutuelle Tertio de la ville de Bordeaux. Donc, on a commencé par travailler la révision du questionnaire de recherche qui visait à collecter des données de manière quantitative. Donc, les membres du GEM nous ont aidés à rendre ce questionnaire le plus accessible possible, donc à travers 3 sessions de travail, c'est-à-dire qu'on a passé en revue l'ensemble des questions et avec elles et avec eux, ce qui nous a permis de les ajuster lorsque c'était nécessaire. Donc, ils ont participé à cette étape-là avec beaucoup d'enthousiasme et leur participation a été vraiment d'une grande aide, très très utile. Donc, on les remercie vivement pour ça. Puis on a travaillé donc toujours avec le GEM Tertio de Bordeaux et cette fois-ci également on y a associé la métropole de Bordeaux, donc des agents de la métropole de Bordeaux, pour tester un outil d'évaluation sensorielle de l'environnement urbain qui est issu de la recherche. Donc on est allé marcher en fait autour du groupe d'entraide mutuelle avec des membres et des agents techniques de la métropole pour tester cet outil, ce qui nous a permis de recueillir leurs retours qui sont très précieux pour rendre cet outil le plus adapté possible. On a effectué la même démarche à Biscarrosse et à Mont-de-Marsan dans le département des Landes pour tester cet outil. Et d'ailleurs, à Mont-de-Marsan, on a aussi eu le plaisir d'associer le président du groupe d'entraide mutuelle GEM TSA et la médiatrice santé père du SAMSA Chacun sa vie, chacun sa réussite. Donc, toutes ces personnes ont aussi pu nous faire leur retour sur l'outil d'évaluation sensorielle, retour qui était très pertinent et qui nous permettent d'améliorer l'outil. Quand on teste cet outil, on en profite aussi pour effectuer des relevés de l'environnement sonore avec l'application Noise Capture, qui est un outil scientifique collaboratif qui permet de cartographier le bruit en extérieur et qui permet ainsi de rendre compte de l'environnement sonore à un instant T. Et donc, on a été formé à l'utilisation de cet outil avec Emma. C'est ce que vous voyez sur cette diaporama qui est diffusée. Donc là, c'est les 2 exemples qu'on a utilisés à Biscarrosse et à Mont-de-Marsan. Donc, ce sont les trajets qu'on a réalisés à pied pour tester l'outil et pendant lesquels on a fait les relevés sonores à l'aide de Noise Capture. Donc, ça me permet de faire une petite transition pour vous parler de manière un peu plus approfondie de notre partenariat avec le département des Landes. Donc là, on sort de notre collectivité qui est le Grand Orly Seine-Bièvre. Donc, on travaille beaucoup avec le département des Landes puisqu'il s'agit d'un département très engagé sur les questions d'inclusion des personnes autistes. Et donc, on a le plaisir de les accompagner sur 2 projets concrets qui concernent les villes de Mont-de-Marsan et les villes de Biscarrosse. Donc, l'un de ces projets, c'est la construction et l'ouverture d'un campus autisme qui se fait être un lieu d'habitation et d'apprentissage pour
une quinzaine de jeunes autistes entre 15 et 25 ans. Et donc, nous, on intervient pour, d'une part, apporter une réflexion sur l'accessibilité des cheminements piétons alentour à ce futur campus autisme. Et d'autre part, on intervient aussi pour sensibiliser notamment les élus, les agents municipaux, ainsi que toutes les associations voisines et les habitants, habitantes qui seront voisins de ce projet de campus autisme. Donc nous, voilà, on fait cette sensibilisation concernant les particularités sensorielles liées à l'autisme afin de pouvoir accueillir le projet de la meilleure des manières. Donc, à Biscarrosse, il s'agit de la construction de logements inclusifs. Et là encore, on a réalisé un atelier participatif pour sensibiliser toutes les directions municipales de cette petite commune du département des Landes. Et à côté, on travaille plutôt sur la diffusion des résultats en termes d'accessibilité des cheminements piétons, notamment entre ces futurs logements inclusifs et le groupe d'entraide mutuelle de Biscarrosse, le groupe d'entraide mutuelle Irid Sens. Et donc enfin, pour compléter notre mission de contribuer à la diffusion des résultats d'autiscensité, cet été, nous diffuserons aux collectivités, associations et structures partenaires du projet, mais aussi au-delà de ces acteurs-là, ce sera vraiment quelque chose qui sera rendu public. Donc un livret qui est en cours d'élaboration par une graphiste et le consortium, l'entièreté du consortium qui contribue à l'élaboration de ce livret et qui permettra en fait de vulgariser à la fois la démarche et la méthodologie d'auticensité, son contexte scientifique et bien sûr les résultats qui auront été produits en termes d'aménagement qui soient sensoriellement et cognitivement adaptés. Donc aménagement des espaces publics, donc concernant les trottoirs, les espaces calmes et les passages piétons. Donc merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à consulter notre site internet, enfin le site internet de Campus Urbain, qui vous donnera plus d'informations sur nos différentes actions. Merci Emma, merci Fanny pour cette présentation qui nous permet de comprendre du coup comment ces résultats de la recherche vont vraiment et donnent lieu déjà à des projets. Et sans transition, du coup, je vais vous proposer maintenant de vous présenter un petit peu les résultats de ce projet parce que je pense qu'à ce stade, c'est bien de pouvoir vous parler plus précisément de ce que nous avons fait, de toutes les étapes et surtout de qu'est-ce que ça signifie qu'une ville accessible aux personnes autistes. Donc, je vais m'aider d'un PowerPoint. Donc voilà les 3 questions de recherche auxquelles on s'est attelé au cours de ces 2 années. C'est d'abord recueillir l'expérience de la ville qu'ont les personnes autistes. Ensuite, identifier leurs besoins pour leur rendre la ville accessible, les déplacements. Et en dernier lieu, quels sont les micro-aménagements ou les matériaux qui sont favorables à leurs spécificités cognitives, sociales et motrices. Et ça, vous avez eu un petit aperçu avec Emma et Fanny qui vous ont déjà parlé de ce qu'on pouvait faire concrètement en termes de micro-aménagement de l'espace public. Donc, notre méthodologie, elle repose principalement sur 3 tâches et qui ont permis de caractériser l'expérience de la ville qu'ont les personnes autistes, d'abord au travers d'entretiens de groupe, c'est-à-dire des discussions avec une grille d'entretien, donc on posait des questions toujours identiques, et ces questions, elles permettaient de comprendre quelles étaient les difficultés que peuvent rencontrer les personnes autistes, et tout à l'heure, on aura un focus sur une difficulté particulière qu'on a identifiée dans le cadre de notre projet, c'est la rencontre avec les chiens inconnus. Mais ça, je vous propose qu'on laisse ça un tout petit peu de côté, et Manon vous en parlera un peu plus ensuite. On a parlé aussi des lieux appréciés, parce que si on veut concevoir une ville accessible, il faut qu'on comprenne les difficultés, mais il faut aussi qu'on comprenne ce sur quoi on peut s'appuyer pour rendre cette ville plus accessible. Et enfin, on a posé la question de quelles étaient les stratégies que les personnes autistes mettent en œuvre pour surmonter ces difficultés. À partir de là, on a conçu un questionnaire en ligne, et c'est ce questionnaire qui a été validé par le GEM Tertio, comme l'a expliqué Fanny, qui a permis de quantifier, de sélectionner les facteurs sensoriels, cognitifs et sociaux déterminants pour l'expérience de la ville. Et ça, c'est plus de 290 adultes autistes qui ont répondu à ce questionnaire. Et enfin, on a fait une 3e tâche, qui est une tâche que nous avons conçue entièrement au sein du consortium, on appelle marche sensorielle. L'idée, c'est d'aller accompagner des personnes autistes avec un trouble du développement intellectuel associé pour la grande majorité d'entre elles. On les filme lorsqu'elles se déplacent à pied en ville et on regarde l'interaction qu'elles peuvent avoir avec l'environnement urbain,
euh, et notamment quel type de comportement peut être suscité par un trottoir étroit, un trottoir plus large, etc. Et pour ça, eh bien, on a réalisé 66 heures d'enregistrement vidéo. Donc, à partir des résultats issus de ces trois tâches, on est en mesure de vous partager aujourd'hui quelques éléments d'accessibilité de l'espace public aux personnes autistes. La première chose, et ça c'est un résultat qui me semble extrêmement important, c'est que la marche, c'est le mode de déplacement privilégié par les personnes autistes en milieu urbain. Elle est utilisée quotidiennement par la moitié des adultes autistes qui ont participé à cette étude. Elle est utilisée pour l'ensemble des activités du quotidien. Et donc, ça veut dire que cette marche, elle est déterminante. Alors, elle n'est pas toujours un choix. Et tout à l'heure, Marie-Hélène l'a évoqué un petit peu. Parfois, c'est parce que le fait d'employer des transports en commun, c'est plus négatif, plus difficile que la marche. Donc, cette marche, c'est pas toujours un choix. C'est parfois parce que les autres modes de déplacement en ville sont encore moins adaptés que l'environnement urbain. Et donc, nos travaux ont permis d'identifier le fait que ce qui changerait vraiment la chose en ville, c'est la création d'un espace calme. 99% des personnes qui ont participé à notre projet ont demandé de la création d'espaces calmes. C'est un espace sur l'espace public, conçu autour d'une assise, un peu de végétation, un peu de minéral, et qui permet de se reposer de l'agitation de la ville. Du coup, il faut qu'elle soit un petit peu en retrait du flux des piétons, mais aussi de toutes les informations sonores et sensorielles. Mais elle reste quand même en continuité, elle n'est pas en rupture totale. Et puis il faut qu'elle soit implantée de façon suffisamment nombreuse sur l'espace public pour qu'au travers d'un cheminement, eh bien, la personne puisse les utiliser. On a aussi identifié que sur les trottoirs, il y avait des caractéristiques qui favorisaient l'utilisation de ces trottoirs, et notamment la question de pouvoir se croiser facilement sur un trottoir, de pouvoir croiser aussi un chien, de pouvoir ne pas se cogner dans le mobilier urbain, etc. Et puis on a travaillé aussi sur les passages piétons, le besoin de sécurité sur les passages piétons pour ne pas risquer de se faire renverser par les voitures. Parce qu'appréhender la vitesse des voitures, appréhender la vitesse des vélos, c'est pas toujours très simple. Il faut que cet espace public, il permette aux piétons, aux vélos et aux automobilistes de pouvoir se déplacer tous ensemble. Et quand on a analysé nos données, eh bien, on s'est rendu compte qu'en fonction du fait de savoir si c'était une personne autiste ou un accompagnateur qui avait répondu, eh ben, on se rendait compte que les demandes n'étaient pas exactement les mêmes. Ou en tout cas, c'était pas exactement pour les mêmes raisons. Les personnes autistes, elles nous ont demandé un environnement adapté à leur fonctionnement cognitif et sensoriel. Les professionnels qui les accompagnent au quotidien ont demandé un environnement qui favorise l'autonomie et le bien-être. Et enfin, les parents et les proches ont demandé un environnement sécurisant qui favorise le bien-être de leur enfant. Et puis il y a d'autres éléments qui sont déterminants, qui ne sont pas sensoriels forcément, mais qui sont pour la plupart cognitifs ou qui ont trait aux fonctions exécutives. Donc vous allez voir là ensuite des témoignages qui sont issus de nos entretiens de groupe, qui parlent des particularités sensorielles, des routines et des difficultés d'orientation dans l'espace, qui sont des éléments qui sont vraiment beaucoup revenus dans nos entretiens. Les stimulations sensorielles, c'est clairement un obstacle majeur au déplacement. Par exemple, une première personne témoigne en disant: «Le son des motos est un cauchemar pour moi, et ce d'autant plus lorsqu'il est couplé à la lumière des phares.» Ou une autre personne indique: «Les bruits sont les informations les plus gênantes car je ne parviens pas à les supprimer totalement.» Une troisième nous dit: «Si je vois trop de choses, au début je suis dans l'indifférence, puis je suis dans la saturation avec un impact sensoriel même minime qui devient alors insupportable.» Et enfin, une dernière personne nous dit: «Je ne marche pas sur les trottoirs la veille du jour où on ramasse les poubelles.» Donc on voit bien que les stimulations auditives et visuelles, elles sont beaucoup mentionnées dans les témoignages des personnes autistes, qu'il y a une notion de saturation, c'est-à-dire que jusqu'à un certain point, on peut tolérer ces informations, et puis il y a un moment où on est submergé. Et puis, il y a certains éléments qui peuvent nous faire suspecter un trouble neurovisuel, c'est-à-dire un trouble de l'intégration par le cerveau des informations visuelles, ou encore des troubles vestibulaires, comme ce sur quoi Marie-Hélène avait attiré notre attention au début de la construction du projet. Et puis donc ce deuxième sujet qui s'est imposé comme étant un sujet majeur, c'est les routines. Donc on a plusieurs témoignages. Là, l'idée, c'est de se dire, bah, est-ce que sur un chemin, on emprunte toujours le même? Est-ce qu'on peut changer, etc. Est-ce que c'est un élément important, les routines? 90% des répondants suivent toujours le même chemin. On voit donc bien là que, au-delà des particularités sensorielles, il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte pour rendre la ville accessible.
Une première personne qui nous a dit j'aime faire des balades dans le même ordre. Je déteste revenir sur mes pas, pardon, ça doit faire un circuit. Une autre nous a dit lorsqu'il y a des travaux sur mon chemin habituel, j'emprunte le même chemin, quitte à descendre sur la route. Une troisième nous a dit je suis très attachée à mes routines. 10 ans plus tard, je prendrai toujours le même chemin. Et enfin, une quatrième nous dit, lorsqu'un trajet, je ne pouvais pas utiliser le chemin habituel, je me suis alors mise à pleurer dans la rue et je suis rentrée chez moi sans terminer mon trajet. On voit donc bien là que les routines sont quelque chose d'extrêmement important dont il faut tenir compte et qui ont une expérience, enfin, qui ont un impact très négatif sur le niveau de stress et l'autonomie des personnes autistes. Enfin, un sujet où là, c'est un sujet pour lequel, eh bien, moi, je n'étais pas prête. La question de l'orientation dans l'espace, qui nécessite une préparation préalable avant de faire un cheminement. Moi, je vous dis que j'étais pas prête parce que dans la littérature scientifique, cette question de l'orientation dans l'espace, dans les tests qui sont faits en laboratoire, on ne retrouve pas beaucoup de choses là-dessus. On ne retrouve pas beaucoup de tests qui ont mis en évidence des difficultés d'orientation dans l'espace. Par contre, dès qu'on a commencé à discuter avec des personnes autistes, c'est devenu un sujet majeur et du coup, c'est pour ça qu'on vous le présente aujourd'hui. Donc, globalement, ce qu'on nous a dit, c'est que sur les déplacements, l'orientation, elle n'est pas identique. Il y a certaines personnes qui, par exemple, une personne nous a dit, j'utilise des détails de l'environnement pour me repérer, mais pas la signalétique. Et l'autre fois, quand nous avons fait la balade avec le GEM Tertio, il y a un des adultes autistes qui était présent qui m'a montré les sutures là sur le goudron et il m'a dit, moi, c'est à partir de ça que je repère mon chemin. Et ça, du coup, c'est extrêmement intéressant pour comprendre comment les personnes autistes vont s'orienter dans l'espace et du coup, comment il faut que les villes adaptent leur signalétique. J'ai pas dit qu'il faut faire des sutures de goudron par terre, mais il faut qu'on comprenne que les signalétiques qui sont mis en place actuellement par les villes, elles correspondent pas forcément. Et c'est pas ça qui va leur permettre de se déplacer. Donc il faut travailler avec les personnes autistes pour identifier quelles seraient les signalétiques idéales, ou alors développer un GPS spécifique. Ça, c'est une demande qu'on a eue très fortement. Et puis on nous a dit aussi, par exemple, on connaît des rues que les autres ne connaissent pas. Ou encore, j'ai habité 6 ans dans un endroit où j'avais toujours mon GPS pour rentrer chez moi. Une quatrième personne nous a dit j'utilise Google Street View pour préparer un nouveau trajet. Et enfin, une dernière personne nous a dit j'ai besoin d'un plan complet, pas juste un quartier pour me repérer. Donc là, vous voyez bien les éléments essentiels. Donc voilà, les éléments, j'ai envie de dire, s'il y a des éléments où on se dit, bon bah, qu'est-ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui, de cette présentation? La marche, principal mode de déplacement des personnes autistes, donc il est nécessaire de rendre accessible l'espace public. Et qu'est-ce qui rendrait accessible l'espace public de façon importante? C'est la création de ces espaces calmes. C'est le fait que la ville est apaisée, avec moins de pollution sensorielle. Elle est structurée. Les espaces sont clarifiés. On sait à quel endroit un cycliste va, à quel endroit un piéton va, etc. Eh bien, il existe des formes d'urbanisme qui seraient compatibles avec ces solutions-là. Dans la santé par l'urbanisme, je pense à la ville du quart d'heure, ou au neurourbanisme, ou encore autour de l'adaptation au changement climatique. Parce que les propositions qu'on fait d'une ville apaisée, moins de pollution sensorielle, c'est également favorable au changement climatique et à l'augmentation de la place faite à la végétalisation au détriment des voitures. Alors on l'a évoqué tout à l'heure, notre outil d'évaluation sensorielle de l'environnement urbain que nous avons co-construit tous ensemble. Eh bien, pour pouvoir parler de cet outil, on dispose bientôt, dans les prochaines semaines, d'une courte vidéo sur le projet qui sera réalisée par une vraie journaliste scientifique, c'est-à-dire beaucoup mieux que celle qu'on vous présente aujourd'hui. Et puis il y aura aussi ce livret dont a parlé Fanny tout à l'heure. C'est un livret qui présente nos résultats de la recherche et qui vont permettre aux collectivités territoriales de s'en saisir directement pour réaliser des micro-aménagements. Et enfin, il y a notre outil d'évaluation sensorielle de l'environnement urbain, qui est un outil d'aide à la décision publique. Et je vais vous montrer un peu comment s'est passé les rencontres que nous avons faites dans les Landes et puis avec la métropole de Bordeaux. Donc, notre outil, il est conçu comme notre projet, c'est-à-dire qu'il faut que les différentes expertises soient rassemblées ensemble, qu'il s'agisse des personnes autistes, des agents, des élus, des collectivités territoriales ou d'une équipe de recherche. Ensuite, on identifie un chemin. Ce chemin, on l'identifie parce que c'est un chemin sur lequel les collectivités territoriales se disent, bon ben voilà, il va falloir que je réalise des travaux et du coup, je veux prendre en compte cette accessibilité sensorielle et cognitive avant de réaliser mes travaux. Ou encore, c'est un chemin qui est utilisé habituellement
par les personnes autistes et du coup, ça vaut le coup de voir quel micro-aménagement on pourrait faire pour le rendre plus accessible. Le jour J, on arrive avec notre outil d'évaluation sensorielle, qui est pour l'instant un petit questionnaire papier-crayon, mais que peut-être on fera évoluer par la suite dans une version numérique. Il est donc constitué d'un questionnaire destiné aux personnes autistes, basé sur l'ensemble de notre étude et qui permet de recueillir leurs ressentis, d'un questionnaire technique qui est destiné aux agents de la collectivité territoriale, et nous réalisons des mesures environnementales. Là, vous avez l'exemple des mesures sonores. Et en aval, eh bien, par exemple, à quoi peut servir cet outil? À partir d'un cheminement qu'on aura réalisé, ça peut permettre d'identifier un lieu propice à la création d'un espace calme, qui, je vous le rappelle, ce qui changerait la donne vraiment en termes d'accessibilité pour 99% des personnes autistes qui ont participé à notre étude. Et ça nous permet de tenir compte de la faisabilité technique, de la réalisation de cet espace sur le lieu identifié, de l'avis des personnes autistes présentes et de l'analyse scientifique des questionnaires et mesures environnementales. Donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont présentes sur cette slide, mais il y en a bien sûr bien d'autres parce que l'autre fois on faisait le compte, on est à plus de 1000 personnes qui ont participé à une étape, à une autre, à un moment de sensibilisation, etc. Et donc la slide ne serait pas suffisamment grande, vous ne pourriez pas lire si on mettait tous les noms, mais bien sûr on tient à remercier tous les gens qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Manon, je te propose que tu nous parles maintenant d'une difficulté qui s'est révélée à nous au début des entretiens de groupe, qui est la difficulté de la rencontre avec les chiens inconnus. Mais en même temps, c'est à contrebalancer sur le fait que les chiens familiers, eux, sont un véritable apport dans la ville. Oui, tout à fait. Merci Marie. Donc, comme Marie vient de vous le présenter, le milieu urbain peut être particulièrement challengeant pour les personnes autistes en raison d'une complexité sensorielle importante de l'environnement. Et dans nos analyses, il est apparu, donc nos analyses, c'est-à-dire à partir du questionnaire à large échelle et des entretiens de groupe semi-dirigés menés auprès de personnes autistes, professionnels du médico-social accompagnant les personnes autistes au quotidien, ainsi que les parents, que les rencontres avec les chiens sont également difficiles à gérer pour un certain nombre d'entre eux, notamment l'imprévisibilité que génèrent ces rencontres. Cela a été identifié comme une difficulté non négligeable au-delà même du contexte urbain qui est lui-même déjà très stimulant. Donc en effet, il semblerait que le chien agisse comme un déclencheur sensoriel et ou émotionnel. Du point de vue des professionnels du médico-social accompagnant les personnes autistes, ils décrivent que certaines personnes autistes ont des réactions très intenses, allant du figement du corps total à la fuite en courant, ce qui peut s'avérer dangereux en milieu urbain et générer beaucoup de stress lors des déplacements. Les personnes autistes interrogées ont quant à elles rapporté que le chien pouvait être dérangeant sur le plan sensoriel, avec les aboiements, l'odeur du chien mouillé ou encore la peur que le chien vienne et saute sur elle. De manière plus indirecte, les déjections canines ont également été décrites comme très désagréables. Et enfin, du point de vue des parents de personnes autistes, une perception faible du danger de la part de leur enfant face au chien a été rapportée, ce qui peut générer des comportements inadaptés et ainsi entraîner des incompréhensions entre le chien et la personne autiste. Toutefois, certains témoignages indiquent que lorsque le chien est en laisse euh, et que le croisement se fait sur un trottoir large, la situation peut être apaisée. Et certaines personnes ont même exprimé du plaisir à croiser des chiens, tout dépendant du comportement de l'animal et de son propriétaire. Et lorsque les personnes autistes sont elles-mêmes propriétaires d'un chien, cela peut être vecteur d'autonomie, d'interaction sociale, car le chien facilite grandement les interactions sociales, et également a été rapporté comme une source de motivation à sortir et un soutien au quotidien. D'autres leviers d'apaisement peuvent également être envisagés, comme la familiarisation progressive aux chiens, notamment à travers des séances de médiation animale. Et donc, pour conclure tout cela, ces résultats sont particulièrement novateurs car ils rendent compte de situations au plus proche du quotidien des personnes autistes. Ils permettent ainsi d'enrichir la littérature scientifique sur des aspects encore peu explorés en dehors des contextes de médiation animale. En effet, la plupart des recherches qui existent actuellement s'intéressent aux effets positifs de la médiation animale dans des environnements contrôlés, donc avec des rencontres anticipées, des animaux entraînés, des participants le plus souvent déjà à l'aise avec les chiens.
Or, dans la vie de tous les jours, en milieu urbain, les rencontres sont imprévues, les chiens ne sont pas spécifiquement éduqués pour ces interactions et les personnes autistes peuvent ne pas être préparées à cette situation. Donc cela montre que ces interactions du quotidien peuvent être difficiles à vivre et souligne l'importance de mieux les prendre en compte dans l'aménagement de la ville et dans l'accompagnement des déplacements. Merci Manon pour ce focus sur ce travail que tu as mené. Euh, Grégory, est-ce que la façon dont on a présenté les résultats, est-ce qu'il y a des choses qui ont retenu ton attention, que tu as envie de commenter? Bah, maintenant que le projet a été un peu plus présenté avec des actions plus concrètes, avec différents genres d'acteurs, on peut revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur les questions de thermoception, c'est-à-dire la perception et la sensibilité à la température. On voit bien que la question aujourd'hui, c'est plus dire que les personnes ont trop chaud, dire que les personnes ont trop froid. Ça n'est même pas dire qu'elles sont trop sensibles, dire qu'elles sont pas assez sensibles, parce qu'en fait, tout ça, ça s'inscrit dans tout un environnement, dans des routines, dans un mode de vie, dans des pratiques que l'on fait sans même se rendre compte, parce que pour nous, elles sont innées. Mais le problème, c'est que ce que nous allons faire de manière innée, par exemple les routines, les choses comme ça, ce sont des choses qui ne sont pas du tout compatibles avec tous les aménagements qui ont été construits au fil des années. Aujourd'hui, le souci de la chaleur en ville avec le réchauffement climatique vient aussi de la manière que nous avons de construire et concevoir nos villes. Il n'y a donc pas de raison que nous travaillons aussi sur l'environnement pour corriger ces problèmes-là. Et c'est à ce titre-là très important, par exemple, de fonctionner avec les collectivités territoriales, voire de parler de politique publique en général. Merci Grégory, et je crois qu'on a une piste d'action avec Marie-Hélène. Marie-Hélène, est-ce que tu peux nous parler de finalement quel impact pourraient avoir nos travaux sur le CNCPH dont tu es membre? Et puis on te laissera aussi le mot de la fin. Merci Marie. Je vais donc présenter le travail, en tous les cas, de l'accessibilité, parce qu'au CNCPH, au Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap, évidemment, consultatif veut dire qu'on est consulté, que nous travaillons ensemble avec les pouvoirs publics, qui sont des partenaires, et qui réfléchissent sur rendre accessible, en tous les cas, dans le sens commun du terme, c'est-à-dire l'accessibilité, pas uniquement sur les déplacements, comme on vient de le voir, mais ils sont fondamentaux, mais sur l'accessibilité en général, c'est-à-dire rendre possible la vie de chaque citoyen au-delà de ses besoins, de ses handicaps et de cette réflexion que l'on a de rendre cette société inclusive, comme on le dit souvent. On s'interroge beaucoup au CNCPH également sur la sémantique, hein, comment les mots portent les idées et comment le poids des mots peuvent aussi freiner les idées. Donc ce travail qui est un travail de va-et-vient, si on peut dire ça comme ça, d'ajustement des politiques publiques à travers donc les différentes réflexions, les motions, les mesures, les décrets, les applications, effectivement que le travail conduit par Autis en Cité apporte une réflexion, mais au-delà de cette réflexion, apporte déjà des réponses. Moi, si je peux me permettre voilà, de conclure le travail que nous avons effectué ensemble, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a passé l'étape de la réflexion, on est un petit peu déjà en amont de certaines réflexions et on peut déjà apporter des réponses concrètes. On l'a vu, hein, il suffit parfois d'avoir une laisse qui fait que 50 centimètres, mais quand on se promène sur un trottoir, c'est pas la peine d'avoir une laisse qui fait 4 mètres de long, parce que là, ça ne sert plus à grand-chose. Donc voilà, donc vous voyez, parfois, c'est une question de bon sens. Et effectivement, le CNCPH va apporter, en tous les cas, par l'application, et dirais quelque chose, un petit mot un peu souvent euh, réfléchi, mais sérieux, l'accès au droit. Voilà. Hein, l'accès, il faut savoir que le droit à la marche, je voulais le dire tout à l'heure, c'est un droit. Hein, c'est un droit fondamental parce que c'est un droit qui s'inscrit dans la santé des personnes. Et on le voit bien, hein, quand on ne peut pas, on le sait tous par nos limitations diverses et variées, quand on n'a pas accès à ça, on doit avoir accès à un déplacement, à une mobilité. Hein. On n'est pas tous obligés d'utiliser les mêmes outils, les mêmes engins, mais on doit aller d'un point A à un point B en sécurité, en accessibilité. Et je vais finir avec un petit mot aussi qu'on aime bien, c'est la participation, la communication et l'autodétermination à vouloir. Je veux acheter mon pain comme, voilà, comme tout un chacun, comme tout citoyen, et je dois me rendre à la boulangerie. Donc le travail qu'on a mené, et c'est ce qui fera un peu la conclusion, c'est un travail
qui servira et qui sert et qui va servir prochainement à réfléchir de manière plus concrète sur les aménagements et sur cette permission, en tous les cas, cette accessibilité permissible de pouvoir fréquenter les espaces publics comme tout un chacun. Et je vous remercie vraiment d'avoir, apporté cet éclairage et d'en avoir fait une recherche participative parce que, voilà, au-delà de tous les acteurs qu'on connaît et qui ont, cette vocation à penser, pour, et bien là, c'est penser avec. Et ça, merci beaucoup à vous d'avoir contribué à ce travail, collectif, participatif, et merci, aux gens qui vont, voilà, pouvoir continuer ce travail derrière nous. Eh bien, merci à toutes et à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis à votre disposition.